Bonsoir et bonjour à tous. Bonjour Bon- Victorine. Bonjour tout le monde, bonjour Elodie. Ravie de Alors te aujourd'hui, retrouver. oui, moi aussi. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Sophie Lana. Je suis très, très excitée. Et Sophie qui est accompagnatrice en développement, enfin, pour nous accompagner avec nos capacités relationnelles et éducatives. Donc, bienvenue Sophie. Merci, bonsoir à Hello tous. Sophie, bonsoir. Et en plus, c'est la fête à Sophie aujourd'hui. Voilà, C'est la Sainte Sophie. Ouais, joyeuse fête, je savais pas. Génial. c'était calculé pour, forcément. Ah oui, le 25 mai, Sainte-Sophie, on s'est dit, voilà, on va te recevoir. Tu es la Ouais, deuxième. on est toujours synchro, nous, avec les anniversaires, les fêtes. Voilà, ça devient, sans le faire exprès, une C'est clair, célébration. complètement. Sophie, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sophie, j'ai deux grands-enfants, puisqu'on va un peu parler des enfants, je pense, ce soir. J'ai deux grands-enfants, de 27, deux garçons de 27 et 24 ans. Et en fait, je suis de La Réunion. Donc, une pensée aussi à mes amis de La Réunion qui peut-être sont en train de nous regarder aussi. Donc, à Nouméa pour quelques temps. Et c'est un plaisir d'être à nouveau à Nouméa. En fait, pourquoi l'accompagnement dans les relations? C'est parce que les relations humaines, c'est quelque chose qui me passionne depuis tout le temps. Je ne sais pas depuis quand, mais enfin, j'ai voilà, toujours aimé communiquer, échanger. Et puis, au fur et à mesure, puisque j'interviens dans des formations, j'anime des modules de formation en lien avec le développement personnel, la communication, et je me suis spécialisée dans la communication, la relation avec les enfants. Et donc, aussi, j'interviens auprès de professionnels de la petite enfance ou de l'enfance, et puis j'anime aussi des ateliers pour les parents. Voilà. Ah ah. Et ouais, et moi, c'était vraiment ce dont je voulais aussi, voilà, sans force, on va pouvoir un petit peu toucher à tous ces sujets-là, mais je sais que moi, en tant que maman, en tant que parent, j'ai souvent ressenti énormément de jugement en fait. Quand tu deviens parent, en fait, tu as cette espèce de pression, comme si en fait, du jour au lendemain, tu arrivais avec un manuel et sur comment éduquer tes enfants, etc. Et en fait, il y a tous ces jugements qui font que normalement, ça devrait être joyeux d'avoir des enfants, de les éduquer, et que des fois, ça peut vraiment basculer et ne pas être joyeux du tout, en fait. Voilà, c'est ça. Quand on devient parent, on subit effectivement, comme tu l'as dit, une pression terrible. Et j'aimerais qu'on commence par faire tomber un mythe. Il n'y a pas de parents parfaits. Yes! Ouais! Tout comme il n'y a pas d'enfants parfaits non plus, parce que c'est important de clarifier aussi bien du côté des parents que des enfants, parce que effectivement, avec la pression qu'on subit quand on devient parent, on attend de nos enfants qu'ils deviennent aussi parfaits. Et du coup, c'est souvent là qu'on commet quelques erreurs, j'ai envie d'appeler ça comme ça, des erreurs, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'école pour apprendre à être parent. Un poudlard de la parentalité, ce serait chouette. Voilà. Et du coup, aussi, cette pression qu'on a sur nos épaules, ça nous fait perdre notre capacité, notre confiance en nous et notre capacité à percevoir les choses et à savoir ce qu'on doit faire. Parce que nous savons ce qui est bon pour notre enfant, ce qui est bon pour nous dans notre relation à nos enfants. Mais comme on est influencé par toutes ces pressions, nos parents, nos oncles, nos tantes, nos grands-mères, nos grands-pères qui se mêlent tous de ce qu'on doit faire avec nos enfants, qui savent mieux que nous ce qu'on va faire avec nos enfants. Je vois pas Et du tout de quoi tu parles, mais pas du tout. Hein. et du coup, on oublie de se faire confiance. Et ça, c'est dommage. Et effectivement, c'est tellement une joie d'être parent. Et les enfants, ils ont tellement cette capacité en eux, cette joie spontanée, naturelle.
Et finalement, par nos comportements, ben, on aurait tendance à l'étouffer un peu, cette joie, déjà chez nous, mais chez eux aussi. Et à oublier ça. Et cette relation entre nous, qui pourrait être tellement belle, ben, des fois elle est gâchée parce qu'on met des verrous, on met des limites à l'expression de leur joie, justement. Parce derrière, qu'est-ce qu'on a? On a peur. On a peur de quoi? On a peur que les autres nous fassent des remarques, nous disent qu'on n'est pas une bonne mère ou un bon père, qu'on ne sait pas y faire, que eux ils savent mieux que nous parce qu'ils sont plus âgés ou parce qu'ils ont eu des enfants ou parce qu'ils ont lu des choses. Alors, il y a une auteure que j'aime beaucoup, c'est Isabelle Filiosa, qui a beaucoup écrit au niveau de la relation avec les enfants et des émotions, et qui dit, en fait, c'est elle qui a écrit un livre qui s'appelle Il n'y a pas de parents parfaits. Et elle dit, en fait, les seuls parents parfaits, ce sont ceux qui n'ont pas d'enfants. Du coup, j'aime beaucoup ça, parce que tout le temps qu'on n'a pas d'enfants, on peut pas savoir. Donc, il y a ce côté-là, effectivement, pour moi, la joie, c'est primordial, c'est quelque chose que dès que mes enfants étaient petits, mais même avant, j'ai mis ça en place, vraiment tout faire dans la joie. On peut faire des choses qui sont pas acceptables, hein, on peut faire savoir à nos enfants que ce qu'ils ont fait, on l'accepte pas, ça correspond pas à ce qu'on attend, ou ça ne permet pas de satisfaire nos besoins, mais on peut le faire dans la joie quand même. Et du coup, quand on reste dans la joie, ça permet d'alléger les choses. On se sent beaucoup plus... c'est pas toi qui as la légèreté d'être soi. C'est ça. Hein? Ouais. Et vraiment, moi, la joie, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très, 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 très longtemps et qui permet justement, de mettre du rire, de mettre de la légèreté dans ce qu'on fait, même dans les choses graves. Les choses, elles restent graves, mais on peut en y mettre, Ouais. Et tu disais quelque chose, enfin, t'as parlé d'énormément de choses qui sont, déjà, le parent parfait, oui, effectivement, ça n'existe pas et c'est un mythe et on essaye tous, en fait, je pense qu'on essaye tous pendant un certain moment de tendre vers cet idéal ou ce standard jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'au final, ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas dans l'être, on est dans le faire, dans le paraître, on veut pas déranger, il faut pas que les enfants fassent trop de bruit, etc. Et là, ce que tu disais aussi à la fin, pour moi, c'est très important parce que j'ai beaucoup lu Isabelle Filiosa, j'avais pris aussi elle fait des formations en ligne, donc à un moment donné, voilà, quand on voulait avoir des clés, parce que on voyait que ce qu'on avait mis en place, parce qu'on l'avait mimiqué de nos parents, ça fonctionnait pas, on a cherché d'autres solutions. Et c'était vraiment ce truc aussi de sortir de l'étiquette et de la définition de l'enfant où tu lui dis tu es méchant, tu es ceci, nani nana, mais vraiment de changer aussi notre façon de parler et de dire voilà, moi c'est ton comportement qui me convient pas. Voilà, j'admets pas que tu fasses ça. Et vraiment, voilà, ça, je pense que ça passe aussi par prendre conscience aussi que nos mots, ça a vraiment un impact sur l'enfant et sur notre relation à l'enfant. Est-ce que ça, tu veux en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors déjà aussi, oui, ce qui me paraît important de préciser, c'est que ce que nos parents ont fait vis-à-vis de nous, nos frères et sœurs, ils l'ont fait avec le niveau de connaissance qu'ils avaient, ils ont fait de leur mieux déjà. Hein, donc, eux aussi. Pas de les accuser des pires mots. Hein, ils ont fait de leur mieux en leur temps, avec l'éducation qu'eux-mêmes ils ont reçue et la pression qu'ils ont eue aussi à leur niveau. Donc ça, c'est important aussi d'en prendre conscience parce que ça n'a pas été non plus facile pour eux, certainement. Donc ça, voilà, c'est une première chose. Et donc, du coup, c'est vrai que notre éducation fait qu'on a tendance majoritairement à être dans de la reproduction. Donc, on va reproduire ce que nos parents ont fait avec nous.
Alors, il n'y a pas que du mauvais, il y a des choses bonnes dans ce qu'ils ont fait. Donc, l'important, c'est d'arriver à retirer. Alors, quand je dis bonne, j'aime pas le mot parce que c'est un jugement. Bon, c'est plutôt qui nous conviennent. Dans ce que nos parents ont fait dans notre éducation, il y a des choses qui nous conviennent, auxquelles on adhère. Donc, on les remet en place. Ça, c'est OK. Tu vois. Par contre, effectivement, c'est se questionner. C'est pas tant que ça ne fonctionne pas ce qu'on fait, c'est que est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous faisons avec nos enfants? Est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça nous heurte par moment? Et du coup, si ça nous dérange, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et c'est pas tant que c'est une recette qui marche ou qui marche pas. C'est est-ce que je suis en accord avec ce que je fais au sein de ma cellule familiale, avec mon conjoint, avec mes enfants. Est-ce que notre relation est OK pour eux, pour moi, pour nous? Et c'est surtout ça, à mon avis, la question à se poser. Et parce que l'importance... Oui, vas-y. Non, pas de souci. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai l'impression que souvent on a tendance à vraiment tomber dans les extrêmes, tu sais. Ah bah non, ça me convenait pas. En gros, je vais faire un truc complètement différent ou complètement à l'opposé de ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Alors que, comme tu dis, c'est très intéressant de poser la question de qu'est-ce qui peut fonctionner pour moi et qu'est-ce que je peux conserver qui en fait à mes yeux fonctionne. Et puis aussi, ce qui me vient, c'est vraiment tellement de s'adapter à l'enfant, quoi. Enfin, moi, j'en ai pas 50, j'en ai 2, mais déjà, c'est incroyable de voir à quel point ils sont différents. Il y a un truc qui va marcher avec un et un autre truc pas du tout. Enfin, donc c'est ça aussi, c'est de tout le temps. Du coup, tu es obligé d'être tout le temps dans le questionnement de tout, quoi. On peut pas faire de conclusion et se dire, bah ça fonctionne parce qu'en plus, il y a un truc, un jour ça va fonctionner, le lendemain non. Enfin, c'est ça, c'est exactement ça. Et ce qui est valable avec les enfants, on peut élargir aux relations humaines en général, hein, mais c'est ça. Parce que nous-mêmes, d'un jour sur l'autre, nous ne sommes pas identiques. Enfin, un jour, on est super en forme et tout, donc ils vont faire quelque chose, on va être dans ce que Thomas Gordon appelle notre zone d'acceptation. Hein, et cette zone d'acceptation, elle va varier. Il y a des jours, elle sera beaucoup plus large, et ils vont faire ou dire des choses et ce sera OK pour nous. Et puis un autre jour, ils vont faire ou dire la même chose et puis on sera fatigué ou on sera pas bien et ce sera plus OK pour nous. Et c'est là où ça crée des perturbations dans notre relation avec les enfants et c'est ça qui peut, eux, ils comprennent pas. Ils comprennent pas parce qu'en plus, on leur explique pas que ce soir, on est fatigué, forcément. Enfin, des fois, on le dit, mais pas forcément. Donc, pourquoi maman ou papa, hier, c'était OK, aujourd'hui, c'est plus OK. Donc, ce questionnement, ça me paraît vraiment très, très important, ce que tu as dit, Victorine. Et bon, moi, quand je me suis formée à ce qu'on appelle la méthode Thomas Gordon, hein. Thomas Gordon était un psychologue pour enfants et il était élève de Carl Rogers. Carl Rogers était psychologue aussi, et il centrait tout son travail sur la relation et sur le fait d'être centré sur l'autre, d'être centré sur la personne qui est en face de nous, que ce soit un enfant ou un adulte. Et donc, Thomas Gordon recevait des enfants que les parents lui amenaient en disant « il y a un problème avec mon enfant ». Et en fait, lui, il a détecté que non, le problème, c'est pas l'enfant. C'était pas non plus le parent en soi, c'était ce qui se passait entre les deux. Et c'est vraiment là, et le questionnement, c'est que quand je vis quelque chose avec mon enfant et que ça me donne un sentiment d'insatisfaction, que je suis pas bien avec ce qui se passe, effectivement, c'est se questionner. Vraiment se questionner, c'est la base. Et le questionnement, ça permet aussi de poser un peu les choses, de prendre du recul avec ce qui est en train de se passer, plutôt d'être dans la réaction immédiate. Et effectivement, quand je vis une situation dans laquelle je ne suis pas satisfaite, la question que je me pose, c'est à qui appartient, enfin, ça c'est une autre question, c'est encore, c'est en quoi est-ce que la situation me dérange? Qu'est-ce que mon enfant est en train de faire ou de dire qui me dérange? À quoi ça me renvoie à moi?
Et derrière ça, il y a une autre question. Est-ce bien aussi important que ça? C'est vraiment deux questions qui permettent de poser la chose. Et puis, dans la démarche, ce serait de se dire, voilà, de dire, j'ai tel besoin qui n'est pas satisfait. Quand je l'ai reconnu, quand mon enfant il fait ça, j'ai mal à la tête, j'ai besoin de calme et il parle fort ou il rigole ou la télé est à fond, etc. Et je ne supporte pas. C'est juste de le dire, mais en parlant de moi. Tu vois là, ce soir, j'arrive, j'ai mal à la tête et quand tu parles fort comme ça, c'est insupportable pour moi. Est-ce que tu peux parler moins fort ou t'éloigner un peu ou voilà, point barre. Alors que nous, on aura tendance à arriver et puis à crier sur eux, à se dire oui, vous le faites exprès. Ils ne le font pas exprès. J'aime beaucoup en fait ce que tu dis, cette conversation de vraiment, enfin, je sais plus comment tu l'as exprimé, mais de parler de vulnérabilité, en fait, de pouvoir être à vif avec ses enfants et de pouvoir leur dire ce qui se passe pour nous. Parce que moi, je sais que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire du départ, parce que comme si en fait c'était pas autorisé, c'était une faiblesse. Et finalement, enfin, je sais que quand je le fais, ça apporte, justement, tu vois, en fait, quand tu parles à ton enfant, il y a un truc qui va pas, là, je sais que quand moi j'exprime ce qui se passe pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire parce que c'est aussi pour moi leur autoriser aussi à être ça pour dans leur vie. Je trouve que c'est une conversation qui est vraiment intéressante et à creuser vraiment le fait de pouvoir en fait, comme tu dis, être totalement vulnérable avec ce qui se passe pour soi. C'est ça. Oui, voilà. Et c'est vrai que tu emploies le terme vulnérabilité. En fait, c'est juste exprimer ce que je ressens à ce moment-là, comment je me sens. Hein, et du coup, ça leur montre quelque chose qui est hyper important, c'est qu'on n'est pas des superwoman, on n'est pas des super-héros, que les parents, ils sont pas hyper puissants, parce qu'en fait, quand on leur fait croire ça dans les leurs déjà, et le jour où on tombe, c'est encore plus difficile pour eux, parce qu'ils croient qu'on est des rocs, des montagnes, et montrer notre sensibilité, ce qu'on ressent, c'est aussi leur montrer, voilà, que nous aussi, des fois, on est en colère, enfin, on ressent de la colère, on ressent de la tristesse, on est fatigué, et que du coup, ça peut, comme tu l'as dit exactement, c'est que eux aussi, ils ont le droit du moment qu'ils l'expriment, mais comme nous on le fait, c'est-à-dire que tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'exprimer ta colère. Par contre, la façon dont tu vas l'exprimer, on va en parler. Il y a des choses que j'accepterai dans ta façon d'exprimer ta colère et d'autres pas. Mais tu as tout à fait le droit d'être en colère après moi. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment tard et maintenant, j'arrive vraiment à voir en fait, surtout les gens, enfin proches avec qu'on côtoie, en fait, on arrive à voir en fait où ils se sont pas autorisés justement à être ces choses-là et où du coup, déjà, ils le supportent pas chez les autres parce qu'eux, ils se l'autorisent pas et du coup, ça crée un tel déséquilibre et je trouve que voilà, vraiment de pouvoir montrer à ses enfants ce chemin-là de voilà, c'est ok parfois d'être triste, c'est ok parfois d'être joyeux aussi, parce qu'on parle souvent de ça, la joie. Enfin, moi, je sais que quand mes enfants sont très, très joyeux, ça réveille des trucs chez moi qui sont assez, en fait, intéressants. Donc, je trouve que voilà, d'avoir vraiment cette honnêteté finalement avec nos enfants, et vraiment un cadeau pour eux quand ils grandissent. C'est vraiment génial, cette conversation. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un cadeau, et dans les deux sens, parce qu'après, ils nous le rendent bien, en fait. Si on n'utilise pas cet outil pour leur faire du chantage, parce qu'il y a le risque, c'est de leur dire, je suis fatiguée, puis un jour, ils vont se rendre compte qu'on n'est pas congruent, c'est pas la vérité. Mais tout le temps que c'est dans l'honnêteté, dans la sincérité, ils nous le rendent bien parce que c'est du genre, quand on rentre, ils vont nous demander maman, ça va ce soir, t'es pas trop fatiguée tu vois, c'est-à-dire qu'on leur inculque aussi indirectement de penser à prendre soin aussi, enfin à questionner les autres sur comment ils se sentent, etc. Et ça, c'est d'une richesse que je trouve fabuleuse. Et pour la joie, j'ai écouté d'autres
vidéo que vous avez faite. Hein. Et effectivement, la joie, c'est quelque chose, c'est l'émotion, l'état qui est le plus accepté dans notre société par rapport à d'autres émotions, mais pas autant accepté que ça. Et quand les enfants expriment leur joie, ben, ça sort. Et effectivement, il y a des personnes qui peuvent en être choquées. Donc, moi, ce que je me souviens, c'est qu'à la maison, on se payait des crises de fou rire, on faisait des batailles de polochons, on se chatouillait, etc. Et puis, on savait que, enfin, mes enfants, voilà, c'était dans ce cadre-là, on pouvait délirer à fond. Et puis, dans d'autres cas, bah, c'était, je comprends que vous avez bien envie de rigoler, moi aussi, j'ai envie de rigoler, mais il y a des gens autour, on va attendre d'être à la maison pour rigoler plus fort. Enfin, vous voyez, et du coup, ça aussi, c'est intéressant parce que les enfants, très rapidement, ils savent faire la différence entre les endroits où ils peuvent se lâcher complètement et les endroits où, eh bien, ils vont attendre un petit peu, quoi, avant d'exprimer ce qu'ils ont exprimé. C'est intéressant ce que tu dis parce que des fois, tu sais jamais en fait vraiment la limite entre respecter les autres et tu sais se respecter soi aussi et justement ce dont on a parlé au début et vraiment ne pas se diminuer, tu vois. Et je trouve que c'est important, voilà, de pouvoir bah, expliquer sans dire aux enfants maintenant chut, ça suffit, je veux pas vous entendre, mais justement expliquer que là, bah voilà, il faut effectivement bah, respecter les gens qui sont là sans pour autant en fait leur dire que voilà c'est pas bien d'être dans la joie ou que c'est juste que voilà c'est pas le moment que j'ai envie de dire mais que c'est pas le lieu en tout cas pour ça. C'est toujours cette notion aussi de ce que les autres au final peuvent recevoir et ce que la joie ou l'enthousiasme va leur faire va leur faire enfin ce que ça va réveiller chez eux en fait. Oui, il y a le côté ce que ça va réveiller chez eux, et puis aussi le côté que peut-être ils sont pas prêts à recevoir parce qu'eux, ils sont dans un autre état d'esprit, dans une autre émotion, et qu'ils ont ça déjà à gérer de leur côté. Et du coup, en fait, la clé de tout ça, c'est faire savoir à nos enfants, leur dire que on a bien capté qu'ils étaient dans cette émotion-là, dans cette intensité-là, et que à tel moment-là, oui, t'as envie de crier, vas-y crie. Et puis là, j'ai bien vu que tu as envie de crier. Je te demande juste d'attendre un petit peu. Et quand on est vraiment là-dedans depuis qu'ils sont petits, enfin, encore qu'on peut le mettre en place aussi après, il y a pas d'âge, mais Oui. et bien, ils comprennent. Il n'y a pas besoin de leur dire il faut, il ne faut pas, tu dois, tu ne dois pas. C'est juste, j'ai bien vu que là, tu avais envie de prier, tu n'es pas content, ou que, au contraire, tu as envie de rigoler comme une baleine. Moi aussi, par exemple, parce que ça, voilà, c'est aussi s'associer hein, quand c'est vrai. Bah écoute, on va aller faire un petit tour dehors ou attends qu'on soit passé à la caisse et puis voilà. Et Et du ça, ça coup, ouais. marche très bien. Et ça crée des moments de complicité aussi où l'enfant, bah, du coup, se rend compte que finalement, bah, le parent, il reste quand même quelque part un enfant et que lui aussi, il a ces moments-là où il a envie de rire, etc., quoi. Et ça lui Oui, permet aussi de savoir s'adapter aussi à son environnement. c'est ça. Pour les 4 émotions principales, c'est leur montrer que nous aussi, les adultes, eh ben, on ressent les mêmes émotions et que, eh ben, selon l'endroit où on est, les personnes avec qui on est, on peut les exprimer ou pas, mais sans leur mettre d'interdiction. Mm. Voilà, et c'est pas les aider parce que en mettant des interdictions, ça empêche l'enfant de développer son autonomie, de décider par lui-même son Ouais. libre choix, son libre arbitre. Le choix, pourquoi il y a autant d'adultes qui pensent qu'ils n'ont pas le choix dans ce qu'ils vivent Mm. bah parce que depuis tout petit, on leur a pas donné le choix. Or, on peut très bien apprendre à un enfant qu'il a toujours le choix et que des fois, on fait des choix en conséquence par rapport à la situation dans laquelle on est, mais ça reste Mm. un choix. Et voilà. Et ça me paraît hyper important. C'est-à-dire, oui, tu aurais peut-être préféré faire ce choix-là. Ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Aujourd'hui, moi, mon choix, c'est celui-ci, donc je te demande ça. Voilà.
J'adore ce que tu dis parce que ça nous rappelle vraiment, enfin ça me rappelle et ça me ramène en fait à l'époque où on a découvert les outils d'accès, c'est vraiment cette notion de choix. Et quand on l'a expliqué aux enfants, on a vite compris comment ils pouvaient aussi nous manipuler, tu sais, avec cette histoire du choix, parce que très vite ils nous ont sorti, ah mais nous avons le choix, etc. Donc on a dû effectivement leur expliquer qu'ils avaient le choix, mais qu'en tant que parents, on avait nous cette responsabilité et qu'on leur donnait des petits choix à faire, mais que pour les grands choix, c'était papa et maman. Et que voilà, c'était aussi les responsabiliser par rapport à leurs choix, mais aussi leur donner ce cadre en fait, parce que c'est aussi ce truc où les enfants, ils ont besoin d'un cadre, sinon ils seront toujours en train de tester et de repousser quelque part les limites. En tout cas, moi, c'est mon expérience de maman de deux enfants. Et ça a été vraiment, OK, à un moment donné, c'est de leur donner le maximum d'espace tout en sachant qu'il y a quand même ce cadre-là, ces règles de la maison et aussi, voilà, ce qui était vraiment non négociable pour nous en tant que famille, quoi, comme le C'est ça. respect, etc., quoi. Moi, c'est ce que j'appelle, en fait, on trace le cadre, hein, le cadre, un beau cadre en bois, enfin, un joli cadre. Et ça, c'est important parce que les enfants ont besoin de cadre. Ça, c'est un enfant qui grandit sans cadre, il est perturbé. Donc, ils ont besoin de cadre, effectivement, avec des règles exactement comme tu as dit, non négociables. Expliquer, hein, parce qu'à partir d'un certain âge, on peut aussi expliquer, et que parce que effectivement, on peut, tout en étant dans la bienveillance, dire parce que voilà, cette règle-là, elle est pas discutable pour le moment. Tu vois, voilà. Et puis moi, ils avaient 3 ans d'écart. Là, cette règle-là, elle est accessible à Maxime qui a 3 ans de plus, et elle n'est pas encore accessible à toi parce que tu as 3 ans de moins. Quand tu auras l'âge de Maxime, tu auras accès voilà. Et puis à l'intérieur du cadre, une grande possibilité de prendre des initiatives, de prendre des décisions, de discuter. Et on discute. Ça ne veut pas dire que je vais céder à ce que mon enfant va demander, mais on en discute. Et il s'exprime, et moi, il exprime sa position, j'exprime ma position en tant que parent. Et voilà, et c'est comme ça. Et il y a le respect, il y a l'écoute. Et c'est pas non, de toute façon, tu te tais, c'est moi qui décide parce que c'est moi le parent. C'est on en parle. Et du coup, bien sûr, c'est moi qui vais décider de certaines choses, mais ça va pas être sous la contrainte au sens à proprement parler. Et puis, j'ai envie de rebondir à ce que tu as dit tout à l'heure, que les enfants savent nous manipuler. Eh bien, le fait de se laisser manipuler en tant que parent, c'est un choix de notre part. Hein. Ça reste un choix de notre part. Donc, il faut être clair aussi là-dessus. C'est-à-dire que il nous arrive d'accuser nos enfants de nous manipuler, mais si on voulait vraiment, on les laisserait pas faire. Bon, ça c'est aussi avoir conscience de ça. Parce que, encore une fois, c'est lié à notre éducation. C'est plus facile de dire que c'est eux qui font mal que finalement c'est nous qui nous Oui. Voilà. Et il n'y a pas de honte à dire, ben oui, mes enfants, ils ont fait ça et je les ai laissés faire, j'ai accepté. Enfin, voilà. Et puis ça peut être, bon, là, oui, effectivement, bon, j'ai envie de te faire plaisir, je le fais. Et puis d'autres fois, non. Attention à ce que quand on déroge à la règle, ce soit vraiment l'exception. Parce que le piège, c'est que on déroge une fois, 2 fois, 3 fois, et après on s'enferme nous-mêmes dans quelque chose dont il est difficile de sortir. Mais oui, du coup, ouais. Les enfants sont pas manipulateurs fondamentalement. C'est nous qui acceptons certaines de leurs demandes. C'est en fait, je sais pas si vous faites la différence entre besoin et désir. Hein, c'est Jacques Salomé aussi qui en parle. C'est que nous, notre rôle de parents, c'est de satisfaire tous les besoins de nos enfants. Et besoin, c'est qualifié un besoin, c'est répertorié. Il y a des incidences vitales, soit physiques, soit psychologiques, quand on ne les satisfait pas. Donc, nous devons de satisfaire les besoins de nos enfants et de leur apprendre petit à petit à les satisfaire par eux-mêmes. Par contre, leurs désirs, nous ne sommes pas obligés de satisfaire leurs désirs. Nous devons faire un compte avec, comme on dit. Nous devons en tenir compte, leur faire comprendre qu'on a bien entendu qu'ils désiraient telle chose, mais ramener ça aux besoins qui se trouvent derrière
et leur dire pour satisfaire ce besoin-là, je vais te donner ça. Je vais prendre un exemple avec une marque de soda très connue. C'est maman, je veux, tu as soif? Oui, je veux, je te donne de l'eau. Vous voyez, c'est un exemple basique, hein, mais souvent c'est ça. Et nous nous trompons des fois entre un besoin et un désir. Et donc, comment on répond au désir en disant, j'ai bien compris que tu préférerais un soda. Maintenant, si tu as vraiment soif, tu prends de l'eau. Voilà, enfin, c'est un exemple très courant, hein, mais Ouais, mais c'est en même temps, c'est quelque chose qui est quasi quotidien, hein. Moi, je sais que c'était pas plus tard qu'hier dans la voiture où le grand, il avait faim, faim, faim. Il y avait des fruits et il voulait pas manger de fruits en fait. Et il y avait pas effectivement pas cette notion de désir en fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant que tu en parles parce que je pense que ça va parler à même nous, en tant qu'adultes, en fait, entre exprimer son désir et son besoin, c'est pas forcément très clair, en fait. voilà, c'est ça. Et en fait, c'est simple. Le désir, c'est le moyen que j'ai trouvé en tant que personne, enfant ou adulte, pour satisfaire un besoin. Hmm. Mais il y a plein de moyens de satisfaire le même besoin. Plein de moyens différents. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais satisfaire des désirs, parce qu'il y a des fois, ça nous fait plaisir aussi de répondre à leurs demandes. Mais que ce soit bien clair par rapport à ce soda-là, moi, ce qui était clair, c'est qu'il y en avait à la maison, il y en avait dans le frigo. Seulement, c'était possible d'en boire à certains moments précis, expliqués, exposés, présentés avant. Et par exemple, la règle, c'était à table, de l'eau. Et quand on allait même chez quelqu'un qui servait autre chose que de l'eau à ses enfants, mes enfants, ils disaient non, non, nous, c'est de l'eau. Avant le repas ou au goûter, ils avaient le droit d'en boire. Mais tu vois, il y a des règles qu'il est important que nous posions et sur lesquelles on ne déroge pas. Et puis, par moment, il y a d'autres choses où on peut accorder une souplesse, une certaine souplesse, en fait. Oui, oui, oui. Mais faut qu'il y ait cette constance, en fait, et cette ligne directrice, parce qu'après, sinon, effectivement, c'est ce que tu disais au début, la zone d'acceptation, c'est ça? Sinon, après, effectivement, ils savent plus, ils sont désorientés, ils savent plus, comment agir, comment faire, et c'est ça qui est déstabilisant pour eux, quoi. Et du coup, c'est source de heurts, de disputes. Donc là, du coup, la joie, on a du mal à la retrouver, hein, pour revenir au thème. C'est que quand c'est clair pour nous, quand c'est OK, il n'y a pas de dispute. Il y a mon deuxième qui essayait, hein, quand on était chez quelqu'un, il me jetait un coup d'œil comme ça. Est-ce qu'il peut dire oui et prendre la boisson sucrée? Et puis je le regardais juste le regardais, je ne disais rien. Où je faisais un petit geste comme ça, là, de la tête, et il disait non, non, de l'eau. Donc, bon, essayez, bien sûr, hein, c'est normal, ça, c'est le jeu, en quelque sorte, si je peux dire. Bien sûr, oui, oui. Et du coup, il n'y avait pas de dispute, pas de, donc, et tous les heurts qui peuvent s'en suivre et les émotions de type colère ou tristesse qui peuvent venir derrière, quoi. C'est le fait d'être clair, d'être droit dans ses bottes, mais on peut avoir des bottes fourrées. J'adore. Donc, Ah, génial. voilà. Victorine? Oui, tu voulais dire quelque chose? Alors, j'avais l'impression que Victorine voulait dire quelque chose, mais je suis pas sûre. Du coup, mon internet a coupé, j'ai pas entendu la dernière conversation. Mais juste, il y a un truc qui m'est venu, je sais pas du coup si vous en avez parlé pendant que j'étais pas là. Est-ce que tu veux en fait aborder rapidement, justement, vu que j'entendais vous parler de la colère, tout ça, les conflits en fait entre parents quand les enfants sont présents en fait, ou les chamailleries, alors des fois quand les enfants sont présents. Alors le désaccord entre les adultes, entre les parents. Voilà. Oui. Alors ça va rejoindre ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a encore quelque chose qu'on nous inculque depuis qu'on est petit, c'est de faire front face aux enfants. Hein, moi, mon point de vue, hein, c'est que c'est une erreur. C'est une erreur de faire front
et d'être toujours, tout le temps d'accord sur tout face aux enfants. Pourquoi? Parce que c'est pas le reflet de la réalité, c'est pas la vraie vie. Et que nous avons le droit, nous, les parents, de ne pas être d'accord. Par contre, ce qui est important, et ce qu'on a toujours fait avec mon mari, c'est que, parce que les enfants, bien sûr, ils veulent quelque chose, ils vont aller voir papa, ils vont aller voir maman, qui n'ont pas le même point de vue. Hein. Eh bien, c'est la première chose, c'est est-ce que tu as demandé à papa ou à maman? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit ça. Bon, ben si papa a dit ça, c'est ça. Même si moi je suis pas forcément d'accord, mais comme ils ont demandé d'abord à papa, c'est papa a dit ça, c'est ce que papa a dit. Oui, mais toi, ah oui, c'est vrai que moi j'aurais peut-être pas dit la même chose, c'est vrai parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais on a le droit hein, de ne pas être d'accord. Hein. Vous, toi, Maxime et Romain, là, des fois, vous n'êtes pas d'accord aussi. Hein. Donc, mais là, comme papa a dit ça, ben, vous allez faire ce que papa a dit. Et inversement. Et c'était équilibré, c'est-à-dire que quand c'était l'inverse, quand je disais quelque chose, même si Eric n'était pas forcément d'accord, eh bien, il se rangeait derrière ce que j'avais dit. Et on en discutait éventuellement quand c'était nécessaire, tous les deux, en dehors des enfants. On se mettait d'accord, mais ce mode de fonctionnement, c'est bien, c'est-à-dire se mettre d'accord sur le fait que s'il y en a un qui a dit quelque chose en premier, par exemple, hein, ou tu vois, ne pas se disputer sur le sujet devant eux et puis dire, bah, écoute, c'est comme ça. Voilà. Et ça, c'est bien parce que c'est aussi leur faire comprendre on n'est pas toujours 100% d'accord. Hein. On peut habiter ensemble, être mariés ou pas, s'aimer et pas toujours être d'accord parce qu'on n'est pas des clones, on n'est pas. Et ça, c'est important aussi parce que leur montrer un modèle où on est forcément d'accord, c'est un peu fausser la chose pour eux en fait dans le rapport qu'ils auront plus tard eux aussi dans leur couple. Hein. C'est très intéressant parce qu'on voit vraiment en fait à quel point nous on reproduit. Et du coup, on se dit qu'est-ce qu'on a envie en fait de leur montrer pour qu'ils aient des bases saines eux pour plus tard. Enfin, c'est ça qui est intéressant, vraiment. C'est ça, ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, c'est là-dessus que c'est intéressant d'en discuter à deux, en dehors de leur présence. Et des fois, on peut discuter aussi avec quand ils sont un peu plus grands. Moi, je me souviens hein, à partir de 9, 10 ans, 12 ans, à table, des fois, ou en balade, où on avait des discussions où on n'était pas d'accord. Alors, si on leur a, comment dire, on n'était pas d'accord sur un sujet, hein, je sais pas moi, sur quelque chose, pas forcément sur quelque chose qui concernait directement la vie de famille. Hein. Ben oui, papa et maman, ça leur arrive de pas être d'accord sur tout, mais c'est normal. Hein, voilà, et ça les rassure aussi. Et de savoir que c'est ce que tu disais tout à l'heure, voilà, c'est aussi, ça fait partie de la vie. Tu peux pas être tout le temps d'accord et que c'est normal et que, voilà, il faut pas non plus craindre quand il y a des disputes parce que ça fait pas non plus que ça fait partie du quotidien, mais ça fait aussi partie, voilà, des choses qui peuvent se passer. Et ça, tu l'as bien dit, voilà, même entre enfants, il y a ces petites, ces désaccords, en fait. Voilà. Et on appelle facilement les choses disputes, alors que c'est juste discuter. Oui. Et exprimer son avis, son point de vue, c'est important pour l'estime de soi, pour l'affirmation de soi. Et ouais. Tu as le droit qu'est-ce qu'on envoie comme message? Tu as le droit de pas être d'accord avec moi. On en discute. Et je respecte ce que tu penses et tu respectes ce que je pense. Enfin, ça. Ouais. C'est vrai que ça, souvent, c'est quelque chose que nous, on a avec le dernier. À chaque fois, lui, il croit qu'on est en train de se disputer. Alors, on est obligé de lui dire non, là, tu vois, on discute. On est en train d'échanger par rapport à ça. Et c'est vraiment, c'est rigolo aussi de voir chez les enfants comment ils réagissent par rapport à ça. Et qu'effectivement, voilà, c'est important de pouvoir leur dire, bah non, bah voilà, dans un couple, il y a l'amour, peut y avoir aussi des petits moments où peut y avoir ces désaccords, des petites tensions, mais comme vous à l'école ou entre frères et sœurs, etc., et que ça fait vraiment partie de la vie, parce que comme tu disais, quand tout est lisse, et ben, quand tout s'arrête du jour au lendemain, ben, l'enfant, il comprend pas, en fait. Et il peut idéaliser la relation de ses parents en pensant que c'était génial, alors que il y avait peut-être pas de communication, de respect, etc. Et pour continuer sur la question de Victorine aussi, donc on a évoqué les désaccords entre les parents et les désaccords entre les enfants.
parce que ça leur arrive de ne pas être d'accord entre eux, de batailler, comme on dit chez nous. Là encore, notre modèle, c'est d'intervenir et de trancher et de couper et de décider qui a tort, qui a raison, voire de punir les deux si on ne veut pas. Et le plus intéressant, c'est de les amener à discuter entre eux de ce qui se passe. Et qu'est-ce qui a amené cet échange un peu chaud entre eux et qu'est-ce qu'ils ont mutuellement à se reprocher, et on sert juste d'interface et on dit bah tu vois là Maxime il dit ça et toi quels sont bon toi alors Maxime est-ce que tu entends ce que Romain il dit et Romain est-ce que tu entends ce que Maxime dit, voilà, et comment vous pouvez trouver une solution à ça, et c'est votre solution et pas ma solution de parent. Et après, quand ils sont petits, on peut proposer des idées de solutions, ou quand vraiment ils s'en sortent pas, on propose des pistes, mais vous êtes libre de les accepter ou pas. Et du coup, après, on se rend compte qu'ils règlent des situations conflictuelles entre eux sans qu'on intervienne, quand on les a appris à faire ça, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Ça leur donne voilà cette autonomie aussi de savoir que voilà les parents seront pas tout le temps là pour régler en fait et c'est même pas rigolo au final hein, pour un parent. Moi, je sais que c'est cette méthode-là qui m'a vraiment permis en fait de sortir de ce truc où j'avais tout le temps l'impression de dire non, d'être l'arbitre, etc. Et quand j'ai commencé à lire Faber et Maslich et à voir que bah voilà que tu pouvais avoir ce rôle de médiateur en disant bon bah voilà, moi je décris la scène, ce que je vois, ce que j'entends, etc. Mais je leur laisse gérer ça en leur disant que si par contre ils trouvent pas de solution, bah, je devrais moi prendre une solution qui sera pas forcément celle qu'ils auraient désirée. Bah, ça leur laisse bah, voilà, vraiment cet espace en fait de pouvoir résoudre eux-mêmes leurs conflits. Et nous, je trouve que ça nous allège aussi vachement parce que tu viens avec vraiment cette image d'arbitre et que tu dois tout arrêter. Et ça, des fois, c'est un peu chiant en fait en tant que parent. Oui, c'est ça. Et j'ai envie de dire, moi, c'est pas notre rôle. On pense que c'est ça parce qu'on a eu ce modèle-là. Parce que si on le fait pas, alors quand on est à la maison, c'est plus facile. Ou ça peut devenir un peu moins facile pour nous de mettre en place ça, c'est quand on n'est pas chez nous. Ouais. Pourquoi c'est plus difficile quand on n'est pas chez nous? C'est parce qu'il y a le fameux regard des autres. Et donc, tout le temps qu'on n'a pas, nous, travaillé sur ce regard des autres, à notre niveau, à nous, ça sera compliqué. Mais si c'est OK pour moi, c'est comme ça, c'est ma relation avec mes enfants. Si je suis chez quelqu'un, ça lui convient pas, il l'exprime ou pas, ou je le perçois ou pas. Bon, là, c'est une autre question de Thomas Gordon, c'est à qui appartient le problème? J'aime bien cette question-là. Face à une situation, qui a un problème? Est-ce que c'est ma mère ou ma belle-mère qui a un problème par rapport à ce qui se passe entre mon fils et moi? Ou est-ce que c'est moi qui ai un problème parce que je suis en train de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on fait d'habitude Et si c'est ma belle-mère ou ma mère qui a un problème, j'ai eu ce cas, surtout ma mère, c'est son problème. Hein. C'est à elle de le régler. Ouais. Et par rapport à ce que tu dis, des fois aussi, ça peut être d'autres parents, tu sais, qui vont se mêler parce que leurs enfants vont aller voir en disant patati patata. Et là, du coup, ça peut prendre des proportions qui sont énormes. Si toi, tu es effectivement dans cette démarche de je laisse mes enfants être autonomes jusqu'à un certain point et justement résoudre même leurs petits soucis. Mais si tu as des parents qui sont non, il faut s'investir, enfin, c'est même pas s'investir, mais il faut s'impliquer, etc. C'est vrai que là, ça peut être un peu compliqué. Toi, ce serait quoi ton conseil par rapport à ça? En fait, c'est justement, c'est pas une question d'implication, c'est que il y a un certain nombre d'adultes qui ont une vision de l'éducation qui se rapproche plus du dressage que de l'éducation. Et du coup, en fait, si ça leur convient pas, soit
comme je disais tout à l'heure, on s'en va aussi. On peut aussi dire, non, de toute façon, je vais pas changer ça par rapport à mon enfant. Si ce qu'on fait ou laisse faire nos enfants, ça déplaît, eh bien, on dit, je suis désolée que ça t'ait dérangé, du coup, on s'en va, par exemple. Soit ça peut être l'inverse aussi, c'est-à-dire que le grand-parent ou le tonton qui veut laisser des largesses aux enfants que nous on leur laisse pas. Oui. Alors là, moi comment je gérais ça, c'est que quand j'allais chez quelqu'un de la famille ou des amis et que j'étais là, les règles c'était mes règles. Et que quand mes enfants restaient tout seuls chez la personne, pendant 2-3 jours, là, c'était les règles de la maison dans laquelle ils étaient, puisque j'étais pas là. Et donc, ils savaient très bien, quand j'étais pas là, si mamie leur donnait à boire des litres de ce que moi, je voulais pas qu'ils boivent trop, j'étais pas là. C'est aussi le côté, c'est avec mamie a un rôle particulier. Mais quand je suis là, non, c'est les règles comme à la maison. Donc c'est ça à poser, et ça aussi c'est une question d'affirmation de soi en tant que parent vis-à-vis de nos parents ou de nos amis. Et si je suis ok moi avec ça, et bien si la personne, je lui explique, bien sûr, je vais pas aller de front pour vexer la personne volontairement, mais si je me rends compte que malgré mes explications, elle ne comprend pas, bien encore une fois, Gordon, ce qui m'aide, c'est elle qui a un problème avec ça, c'est pas moi. Ça, c'est hyper important parce que si c'est l'autre qui a un problème et que moi je fais ce qu'il faut pour que l'autre ait plus de problème, c'est pas bon. C'est à l'autre, tu vois. Oui, on se respecte pas au final et on se laisse quelque part bouffer par la réalité de l'autre en fait. Et du coup, ça donne aussi, ça perturbe les enfants. Et moi, je sais, j'en suis arrivée là, c'est pas venu du jour au lendemain, ça m'est arrivé des fois, quand les enfants étaient tout petits, quelquefois, de céder à ça, et j'étais pas bien. Je rentrais, je m'en voulais, je disais, j'aurais pas dû me laisser faire, j'aurais pas dû, je m'en voulais d'avoir laissé la personne dicter sa loi. Et donc, j'étais pas en accord avec moi et ça allait pas à cause de ça. Et les enfants, voilà. Mais déjà de pouvoir faire ce processus-là et de dire, OK, là, je l'ai fait, c'est ce qui permet aussi de savoir que la prochaine fois, tu feras différemment aussi. Donc voilà, c'est comme tu disais au début, c'est un questionnement permanent. Et moi, je pense vraiment que la question la plus importante à se poser, c'est est-ce que quand je fais ça, quand je mets ça en place avec mes enfants, avec mon conjoint, est-ce que je suis en accord avec moi-même? J'adore. Mais écoute, je te propose de finir ce live sur cette question qui est juste extraordinaire. Voilà, c'est les questions de toute façon, on en est friande et elles ouvrent toujours à plus de possibilités. Et je te remercie infiniment, Sophie, d'avoir été avec nous ce soir. C'était vraiment génial. C'était un plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Et puis, à bientôt. Et à très bientôt. Et merci à tous ceux qui ont regardé en live et tous ceux qui regarderont en replay. Merci à tous et n'hésitez pas à commenter, à partager. Sophie, est-ce que tu as une page pro où on peut retrouver les informations? Pas encore. Je vais faire une page pro parce qu'effectivement, ma page Facebook, c'est voilà. Je l'ai rendue très privée parce que justement, j'avais des contacts professionnels qui se permettaient d'aller voir ce qui se passait dessus. Donc, je vais me faire une page pro. D'accord. Ok, super. Eh ben, merci encore à tous et choisissez la joie encore plus. À très bientôt. Bye. Au revoir. Merci à tous.